L'intérêt et la curiosité des gens ont toujours été éveillés par les grandes affaires judiciaires. Si on connaît bien les grands procès médiatisés de ces dernières années, certains ont marqué l'histoire à l'époque où les caméras n'existaient pas. Cette série nous plonge dans les coulisses de 6 procès emblématiques qui en disent long sur les mœurs et sur le fonctionnement de leurs époques respectives. Torture et décapitation d'innocents, guerre d'influence, condamnation au nom de la religion. Et si vous rentriez dans la tête des protagonistes de l'époque? Incarnés par des comédiens, ce podcast est une nouvelle façon de raconter l'histoire entre documentaire et fiction. Chaque épisode explore un procès emblématique qui a façonné le cours de la justice, captivé l'opinion publique et laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective. Vous écoutez Les procès de l'histoire, épisode 4, l'affaire du collier de la reine, première partie. Un scandale, oui, au cœur de la royauté, car la reine se trouve impliquée, à son insu et par la faute du cardinal de Rohan. Celui-ci s'est engagé, très à la légère et au nom de Marie-Antoinette, dans l'achat d'un collier de diamants absolument fabuleux. 2800 carats, inestimable, unique au monde, enfanté par le délire de 2 joailliers un peu mégalomanes. Le prix du collier, difficile à estimer, peut-être l'équivalent de 7 hôtels particuliers à Paris. Et ce collier a disparu, sans être payé. Et les joailliers réclament 1 600 000 livres à la reine. Et c'est pourquoi, en plein au milieu des courtisans, dans la galerie des glaces, persuadé de la culpabilité du cardinal, le roi le fait arrêter. Cela jette un froid, c'est absolument extraordinaire. On n'a jamais vu une chose pareille arriver à Versailles. On avait l'impression, à ce moment-là, qu'il s'agissait d'une affaire d'État, d'une terrible affaire d'État, d'une conspiration. On nous se dit que pour que le roi ait demandé une pareille arrestation, Evelyne Levert, historienne et auteure du livre « L'affaire du collier ». Il fallait que le grand aumônier fût coupable de quelque chose d'extrêmement grave. Extrêmement grave, un scandale sans précédent, mais dans une France glorieuse, à nouveau devenue l'arbitre de l'Europe grâce à sa victoire toute fraîche contre l'Angleterre dans la guerre d'indépendance américaine. C'est l'apogée. La France a finalement vaincu l'Angleterre dans cette dure guerre d'indépendance de l'Amérique. Jean-Christian Petit-Fils, historien et auteur du livre Louis XVI. Et la France, donc, est dans une situation de prestige. Mais à la veille d'une crise financière. Cette guerre a coûté cher, très cher au Trésor, et c'est là qu'on voit les prémices d'une crise financière qui va se développer. Une crise financière qui n'empêche pas le roi d'être très populaire, même si sa femme, Marie-Antoinette, cristallise les colères et les reproches. On lui reproche ses dépenses excessives, son jeu, l'acquisition de Saint-Cloud qu'elle vient de faire. Là, on a des éléments qui vont évidemment se cristalliser avec l'affaire du collier. Cette retentissante affaire du collier de la reine va commencer par une rencontre fortuite que fait le cardinal de Rohan, grand aumônier du royaume, en route vers ses terres d'Alsace. Je m'en revenais en mon domaine quand j'ai croisé sur la route le carrosse d'une de mes amies, Madame de Boulainvilliers. Louis-René Édouard de Rohan, cardinal et grand aumônier de France. Je fis arrêter mon cocher, et c'est là que Madame de Boulainvilliers me présenta à une femme assise à ses côtés. Une femme, sans doute devrais-je dire une diablesse. Cette diablesse a pourtant l'air bien inoffensive. Jeanne de Saint-Rémy de Valois descend d'un bâtard d'Henri II. Elle en est très fière. Mais les descendants de ce bâtard avaient épousé des vachères, des filles de ferme. On ne peut pas dire que c'était des alliances très relevées. Sa famille
est très pauvre, elle est dans la nécessité, c'est une orpheline. De fil en aiguille, elle est parvenue jusqu'à émouvoir une noble dame qui était la marquise de Boulainvilliers, laquelle lui avait présenté le cardinal de Rohan. Et la petite Jeanne s'était mariée avec un gendarme qui s'appelait Monsieur de la Motte. C'était un officier apparemment correct, et ils formaient un couple qui vivait dans la précarité la plus grande. Elle connaîtra la misère et elle en souffrira énormément. A-t-on idée de pareille injustice ? Jeanne de la Motte, comtesse de la Motte. Le sang des rois coule dans mes veines, et je n'ai connu que la faim et la misère. Jeanne avait des ambitions absolument extraordinaires. Elle voulait se faire reconnaître valois, avoir des biens. Et son rêve, c'est de devenir dame de Fontaine, de récupérer le château de Fontaine, et ça va être véritablement son obsession. Oui, son obsession, son rêve, c'est de récupérer le château et la terre de Fontaine dans sa Champagne natale. Les biens accordés par Henri II à son ancêtre direct. Elle y met toute son énergie. Et elle est allée à Versailles où elle avait l'intention de réclamer une pension à la reine. Parce que le généalogiste de la cour a reconnu l'authenticité de sa lignée. N'est-ce pas mon droit de retrouver le prestige lié à mon sang ? Tous ceux qui, comme moi, ont vécu la faim, la misère, le déshonneur, ont ce même désir, prendre une revanche sur la mauvaise fortune. J'ai choisi de la combattre, et non de la subir, avec mes armes de femme. Ses armes, un sourire enchanteur, une voix caressante, des yeux ensorceleurs, et surtout un charme et un aplomb sans pareil pour faire tourner la tête des hommes dont elle a besoin. Dès qu'elle entre quelque part, les hommes sont fascinés par elle. Elle a un je ne sais quoi, comme on dit à l'époque, qui fait que tous les hommes craquent devant elle. C'est donc par la grâce d'une rencontre en carrosse vers ces terres d'Alsace que le cardinal fait connaissance de Jeanne, qui va immédiatement attirer son attention, le séduire, le fasciner. Elle est si différente des femmes de la cour qu'il connaît. De notre première rencontre, elle m'a raconté sa triste histoire, avec force larmes, yeux de biche, ton désespéré. Louis-René Édouard de Rohan, cardinal et grand aumônier de France. J'ai été ému par sa douleur, sa misère. C'était mon devoir devant Dieu que de tenter d'aider la cause de cette femme. Elle plaît tout de suite au cardinal, qui est un homme à femme. Qu'elle ensorcelle complètement. À partir de là, le cardinal va se laisser subjuguer par cette femme qui est un démon. De sa menue personne émanait un agrément envoûtant. Et le plus étonnant, surtout chez une femme, c'était sa liberté de ton, son aplomb laissant entendre que tout était possible. Le cardinal de Rohan appartient à l'une des plus puissantes familles du royaume. C'est un libertin fastueux qui n'a pas la foi, mais qui a été poussé dans la carrière ecclésiastique. À 51 ans, le cardinal Louis-René Édouard de Rohan, grand aumônier du royaume depuis 1777, est aussi évêque de Strasbourg, où, bien loin de son sacerdoce, il mène une vie mondaine et s'est constitué un aréopage de personnages plus ou moins fréquentables. Vrais et faux savants, mages, demi-mondaines, courtisans de tout poil. Louis de Rohan vit fastueusement, sans compter, au point d'être très endetté. Louis-Charles Auguste, baron de Breteuil et ministre de la Maison du Roi. Il a plus d'ambition que de cervelle, et manque singulièrement de jugement, allant jusqu'à s'enticher de mages, tel ce Cagliostro, qu'il a envoûté, et lui fait croire posséder les secrets de la médecine universelle, affirme pouvoir lui lire le passé, prédire l'avenir, et même changer le plomb en or. Oui, Cagliostro. C'est un homme rare, admirable, fascinant, que je me flatte d'avoir pour ami et d'avoir la chance de recevoir à Strasbourg. Ses dons sont exceptionnels. Oui,
Le cardinal aime s'entourer de mages qui lui laissent espérer la fortune en changeant le plomb en or, et de femmes pour leur esprit, leur charme et leur beauté, toutes choses qu'il paye bien cher. Ainsi Jeanne, que le cardinal décide de prendre sous sa protection avec son mari. Il les reçoit donc magnifiquement dans sa résidence de Saverne, en Alsace, et malgré ses propres dettes, cautionne même un emprunt de 6000 livres qu'il est bientôt obligé de payer. Ah, la naïveté de Rohan est sans limite. Louis-Charles Auguste, baron de Breteuil et ministre de la Maison du Roi. Surtout lorsqu'il laisse libre cours à ses extravagances, que ce soit pour les charlatans ou les femmes qui exploitent sans vergogne sa crédulité, obtenant le gîte, le couvert, les subsides, que sais-je. Et pour Jeanne de la Motte, Rohan la prend non seulement sous sa protection, avec son mari, mais il accueille aussi son amant de cœur, Rétaux de Villette. Tout ça pour les beaux yeux de Jeanne, qui l'ensorcelle et en fait son pantin. En homme de Dieu, j'ai ouvert mon cœur et tendu mes mains. En homme de chair, il m'a ouvert son lit et m'a supplié de devenir sa maîtresse. Jeanne de la Motte, comtesse de la Motte. Je le réfute. Elle a su, certes, exciter mes sens et me lier à elle par un badinage galant et gagner ma confiance. Mais guère plus. Évidemment, il ne peut que nier avoir été l'amant de Jeanne. Mais comment aurait-il pu résister ? Et Jeanne en profite. Les semaines passent et l'argent du cardinal permet à Jeanne et à son mari de s'installer à Paris. Mais vivre à Paris coûte cher, et je vivais à crédit, j'avais faim, et je changeais constamment de maison pour échapper aux usuriers. Mon seul espoir, mon seul but, était d'obtenir une audience à Versailles avec la reine, afin d'obtenir sa protection et une pension digne de mon sang. Oui, je me souviens vaguement avoir vu cette intrigante feindre de s'évanouir sur mon passage dans la galerie des glaces. Mais guère plus. Marie-Antoinette, reine de France. Je suis reine de France. 10 000 personnes vivent quotidiennement à Versailles, et chacune rêve de franchir le cercle de mes amitiés sans que je puisse les contenter toutes. Jeanne usait de toutes les ruses pour attirer l'attention. Elle courait les antichambres, se pressait dans les bureaux des ministres, faisait les yeux doux à la cantonade. Louis-René Édouard de Rohan, cardinal et grand aumônier de France. J'ai toujours éprouvé de la fascination pour les femmes manifestant de l'audace. Oui, de l'audace. Son évanouissement à Versailles devant la reine attire l'attention de la cour. Et elle en profite pour publier un mémoire sur ses origines royales. Jeanne organise sa légende pour faire valoir ses prétentions sur les propriétés de ses illustres ancêtres. Mais elle n'obtient en tout et pour tout que 200 livres de la sœur du roi. C'était trop peu. J'avais beau essayer, toutes mes tentatives échouaient. N'aurais-je pas eu tort de ne pas solliciter le cardinal, mon protecteur ? N'est-il pas un personnage important du royaume ? Jeanne de la Motte apprend rapidement que le cardinal voudrait se réconcilier avec Marie-Antoinette. Jean-Christian Petit-Fils, historien et auteur du livre Louis XVI. C'est de là que va naître l'idée diabolique de servir d'intermédiaire. Jeanne va alors mettre au point un stratagème aussi ingénieux qu'immoral, en instrumentalisant une blessure profonde chez le cardinal, ses relations exécrables avec la reine, Marie-Antoinette. L'origine de ces relations désastreuses remonte à l'année 1772. Rohan est alors ambassadeur en Autriche, où ses soirées libertines en son palais de Vienne. Son goût pour les femmes, ses libertés de propos scandalisent l'impératrice Marie-Thérèse, mère de Marie-Antoinette. Breteuil ne me pardonne pas d'avoir pris sa place à Vienne. Cette ambassade, il la convoitait et c'est à moi qu'elle est revenue. Il me hait pour cela. Et ce qui est très grave, c'est que le cardinal de Rohan, qui menait à Vienne une vie extrêmement mondaine, Évelyne Levert, historienne et auteure du livre L'affaire du collier, ne s'était pas privé de critiquer la jeune dauphine de l'époque, qui était la fille de l'impératrice, c'est-à-dire la future reine Marie-Antoinette. Oser insinuer que ma coquetterie de jeune dauphine préparait aux amants de grandes facilités pour réussir auprès d'elle.
Quelle impudence. Le cardinal de Rohan est un homme abominable. Je ne le recevais ni ne lui parlais depuis 1774. Des propos désagréables tenus contre elle, dauphine, et contre elle, reine de France, étaient inacceptables. Si bien qu'elle a voué à Rohan une haine qu'elle n'a jamais démentie. Ah, cette disgrâce! Quelle douleur! Quelle amertume quotidienne qui empoisonne mes plus beaux jours! Il le vit mal, il voudrait, c'est son inspiration, se réconcilier avec Marie-Antoinette. Jeanne a vite saisi tout le bénéfice qu'elle peut tirer de l'obsession du cardinal de rentrer dans les bonnes grâces de la reine. Elle lui raconte donc qu'elle entretient une intime familiarité avec Marie-Antoinette et qu'elle peut ainsi œuvrer à sa réhabilitation. Et elle imagine une correspondance entre le cardinal et la reine. Madame de la Motte achète tout simplement chez un papetier un joli papier doré sur tranche, liseré de bleu, avec des fleurs de lys. Alors le cardinal écrit à la reine et Jeanne de la Motte apporte au cardinal des lettres qui, dit-elle, viennent de la reine. C'est à l'amant de Jeanne, Rétaux de Villette, déjà condamné par le passé pour faux en écriture, à qui échoit la fabrication des fausses lettres de la reine, sous la dictée de l'intrigante. Il écrira, paraît-il, une centaine de lettres, sans ailleurs chercher à imiter l'écriture ou la signature de la reine. Le cardinal, ébloui par ces lettres à la fois d'une femme et d'une souveraine, se précipite dans le piège. Croyez-vous que je me serais engagé dans l'aventure si je n'avais pas été persuadé que la comtesse était devenue une intime de la souveraine? Je sais discerner ce qui est possible et ce qui ne l'est pas à Versailles. Et puis, Marie-Antoinette n'est pas aussi inaccessible qu'on peut l'imaginer. Ses caprices ouvrent à beaucoup d'espérance pour ceux qui l'entourent. Il ne cherche même pas à vérifier l'authenticité de l'écriture, de la signature. Jean-Christian Petit-Fils, historien et auteur du livre Louis XVI. Il est ébloui, il est fasciné, et évidemment, Madame de la Motte va en tirer profit. Et pourquoi non, je vous prie? Il était normal que Rohan nous prodiguât quelques largesses. Il suffisait pour s'en convaincre de voir son éminence s'illuminer de bonheur à l'échange avec notre reine de ses billets tendres et intimes. C'est un étrange roman, aux yeux de tout ce pays-ci, que de vouloir supposer que j'ai pu écrire des billets doux au cardinal. Moi, reine de France, quelle outrecuidance! Et puis imaginez un Rohan, grand aumônier du royaume, en relation avec cette Jeanne de la Motte, son mari, son amant, ce charlatan de Cagliostro. Quelle vile et honteuse association. Cette correspondance avec la reine remplit le cardinal de bonheur. Mais bientôt, il s'impatiente. Et il rêve au-delà. Il voudrait évidemment rencontrer la reine. Les lettres me rendaient fou, fou d'amour pour Marie-Antoinette. Mais très vite, elles ne me suffirent plus. J'avais plusieurs fois satisfait à ses demandes d'aide financière, et donc, je m'estimais en droit d'exiger un rendez-vous avec la reine. Et c'est là que naît encore une fois dans l'esprit diabolique de cette femme l'idée d'organiser une fausse rencontre. Avec la complicité de son mari et de son amant, Jeanne monte alors un incroyable stratagème. Qu'elle promet au cardinal de lui ménager un rendez-vous secret avec la reine de nuit dans le parc de Versailles. Donc 1 an presque, jour pour jour, avant l'arrestation du cardinal, dans le bosquet de Vénus. Tout le monde sait qu'au cours des nuits d'été, j'aime me promener dans le parc. Et que j'ai une prédilection pour le bosquet situé en bas des 100 marches. Reste à trouver un sosie de la reine. Quelle prodigieuse audace qui frise la lèse-majesté. Louis-Charles Auguste, baron de Breteuil et ministre de la Maison du Roi.
C'est Monsieur de la Motte qui trouve la perle rare dans les jardins du Palais Royal, en la personne d'une jeune prostituée, Marie-Nicole Leguet, qui ressemble étonnamment à la reine. Mademoiselle Leguet, oui, c'est vrai, sa ressemblance avec la reine était frappante. Tous nos amis s'en étaient étonnés. C'est vrai. Je n'ai pas vu le piège. J'ai couru au rendez-vous et je me suis jeté aux pieds de la reine. Enfin, aux pieds de celle que je croyais être la reine. Alors le cardinal, évidemment, a le cœur qui bat la chamade, il est tout émerveillé. Elle lui donne une rose et lui dit « Tout sera pardonné ». Donc Rohan ne s'est pas aperçu qu'en fait, il avait en face de lui une grisette. Et mon Dieu, cela n'avait rien d'extravagant. Les goûts de la reine pour ce genre de mystification, inspirés des comédies de Beaumarchais, sont de notoriété publique. Qu'on se souvienne du dernier acte de Figaro, où il y a des déguisements, des inversions de personnages, où on se trompe. Évelyne Levert, historienne et auteure du livre « L'affaire du collier ». Que la reine lui ait donné un rendez-vous dans le jardin la nuit ne l'étonnait pas tellement. Le cardinal est de plus en plus persuadé que son salut passe par Madame de la Motte. Et Jeanne de la Motte lui demande de plus en plus d'argent. Pour ses bonnes œuvres. À cette époque, je croyais aveuglément tout ce que me transmettait Madame de la Motte. Et le cardinal donne à Jeanne de la Motte de l'argent. Pour une famille pauvre que la reine voudrait secourir, mais comme elle n'a pas suffisamment d'argent sur sa cassette, elle le demande au cardinal de Rohan par l'intermédiaire de Madame de la Motte. Et bien entendu, la famille pauvre, c'est la famille de la Motte. Pendant ce temps-là, le train de vie de Monsieur et de Madame de la Motte est un train de vie qui devient intéressant. Madame de la Motte m'a dupé. Elle a abusé de ma crédulité. Mais comment a-t-elle pu? Comment a-t-elle osé? Cela fait maintenant 3 ans que le cardinal de Rohan, grand aumônier du royaume, a fait la connaissance de Jeanne de la Motte, jeune intrigante, qui veut par tous les moyens acquérir reconnaissance et argent. Brillamment, elle a su séduire et manipuler son protecteur de cardinal. Grâce à lui, elle s'est installée à Paris, avec mari et amant. Elle a gagné sa confiance en se faisant passer pour une confidente de la reine. Mais il lui faut plus. Toujours plus. Vous venez d'écouter Les procès de l'histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les procès de l'histoire, l'affaire du collier de la reine est un podcast coproduit par Injam Productions et Initial Studio, adapté de la série documentaire audiovisuelle Les procès de l'histoire, coproduite par Injam Productions et Synapas Télévision, avec la participation de toute l'histoire, imaginée et réalisée par Guylain Vidal et écrite par Stéphane Brizard, Stéphane Miquel et Guylain Vidal. Avec Stéphanie Reynaud dans le rôle de Jeanne de la Motte, Xavier Brière dans le rôle du cardinal de Rohan, Lorraine de Sagazan dans le rôle de Marie-Antoinette et Jean-François Vléric dans le rôle du baron de Breteuil. Historiens, Évelyne Levert et Jean-Christian Petit-Fils. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Camille Legras, avec la voix de Camille Clément.